Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler des 10. Alors, Vincent Lockman, vous êtes le président de la Fédération française des 10. Et ben, j'ai qu'une question déjà pour commencer, c'est quoi les 10 ? Vous connaissez la dyslexie ? Tout le monde en a entendu au moins parler. La dyslexie, c'est un trouble du langage écrit. C'est une difficulté qu'ont les enfants en particulier, mais c'est un trouble qu'on garde souvent toute sa vie, des difficultés entre la liaison entre l'écrit et l'oral. Et des énormes difficultés à l'écrit, pour certains, ça peut devenir très très problématique dans leur accès à l'école. Dyslexie, langage écrit. Dysphasie, trouble du langage oral, ce sont des enfants qui ont des difficultés à décoder le langage. Ce qui est simple pour vous et moi, c'est très compliqué pour ces enfants-là. Le décodage du langage pour pose un comprendre, problème. c'est crypté pour eux en fait. Oui, c'est comme si c'était crypté. C'est comme si c'était une langue étrangère. Et puis la troisième trouble principal dont on parle, c'est la dyspraxie, c'est un trouble de coordination du geste. Vous vous souvenez quand vous avez appris à conduire, on réfléchit à tout. On réfléchit à je mets ma main sur le levier de vitesse, je regarde dans le rétroviseur, j'ai attaché ma ceinture et on peut pas faire autre chose. Et bien pour le dyspraxique c'est pareil. Suivre un cours et prendre des notes en même temps, ça mobilise toute l'énergie. Et du coup on rentre pas dans l'apprentissage parce qu'on est entièrement concentré je me concentre sur les actions que je fais. Comme on peut pas tenir une conversation quand on est en train d'apprendre à conduire, parce qu'on est entièrement concentré sur la coordination de ses gestes. Et ce qu'il faut préciser, on peut être dysphasique et dyspraxique. On est souvent les deux, ça dépend. Le spectre est très large, ça va de difficultés légères, assez facilement compensables, à des difficultés très lourdes. On a des adultes qui sont dans le milieu protégé, pour donner un exemple un peu simple et imagé, avec des mesures de tutelle ou de curatelle, de protection, parce qu'ils ont d'énormes difficultés. Il y a un champ très large, un peu comme dans le handicap visuel, des gens qui ont des lunettes, et puis voilà, ils vont à l'école avec leurs lunettes, et s'ils les ont pas, ils sont très embêtés, et puis d'autres qui sont aveugles. Et ben il y a tout un champ très large comme ça, et qui appelle évidemment des réponses adaptées en fonction de chacun. Alors aujourd'hui, vous organisez justement une journée pour un petit peu faire le point sur ce que sont ces troubles. Qui a pour terme le droit au savoir. Est-ce que justement, ça reste pas une vraie difficulté dans la scolarité, en tout cas des enfants, d'avoir une adaptation et une reconnaissance suffisante? Il y a plein de questions dans votre question. La difficulté, l'accès au savoir, c'est compliqué. On a du mal à accompagner ces enfants-là à l'école. On a du mal à trouver la bonne réponse adaptée encore aujourd'hui. Ça progresse, ça s'arrange, mais on a encore du mal à trouver la réponse adaptée pour ces enfants-là. Le système français scolaire n'est pas bon. Il y a trop d'enfants qui sortent de l'école sans aucun diplôme. Il y a trop d'adultes illettrés en France, trop. Et dans le monde d'aujourd'hui, même pour être balayeur, il faut savoir lire et écrire. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc ça devient des vraies situations de handicap pour ces jeunes-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que chacun ait une réponse adaptée en fonction du niveau de difficulté qu'il a. Pour certains, ça sera une petite adaptation, quelque chose de simple à mettre en place à l'école. Ça peut être un correcteur d'orthographe, ne fût-ce que ça. Puisque de toute façon, il le retrouvera dans l'entreprise, le correcteur d'orthographe. Donc aidons-le pour que cette question de l'orthographe, ça soit pas un frein pour l'accès à l'histoire, à la géographie, aux maths et au reste. Et puis pour d'autres, ça sera un accompagnement par un CESAN, un service d'accompagnement à domicile, ou même dans un établissement pour certains. Donc à chacun une réponse adaptée. Michel Saline, avec qui on a beaucoup travaillé à la PAGH, disait beaucoup l'école ne peut pas tout toute seule. Et moi j'ai beaucoup répété un peu partout ce que disait la page sur cette question-là. Oui, on croit beaucoup aux valeurs de l'école, mais l'école a tendance quelquefois à dire cet enfant-là il est dyslexique. C'est pas à l'école de faire le diagnostic. Allez travailler avec d'autres, ou bien on s'en occupe, c'est de la pédagogie, on sait faire. Peut-être pas sur tous ces enfants avec des troubles spécifiques, travailler avec des professionnels, travaillons ensemble, et du coup c'est toute l'école qui y gagne, c'est toute la communauté éducative qui y gagne, ce sont tous les enfants qui y gagnent, et il y a beaucoup d'enfants en difficulté qui gagneront, qui progresseront aussi si on comprend mieux les processus d'apprentissage de ces enfants-là. Moi j'aime beaucoup cette convention qu'on a signée avec la sécurité routière. Il s'agit de permettre aux jeunes qui ont des difficultés avec l'écrit de bénéficier, par exemple, il y a beaucoup de choses dans cette convention, mais entre autres, de pouvoir passer le code avec soit les sessions pour les sourds ou les malentendants, soit dans les sessions avec les personnes non francophones.
ces publics-là sont déjà pris en compte et ils ont des dispositifs qui permettent de passer le code dans des conditions adaptées. Ça ne veut pas dire qu'on leur fait un sous-permis. On ne va pas mettre nos enfants en danger et leur donner un permis à bas coût. C'est une vraie compétence. C'est la même compétence. C'est la même exigence de sécurité et de qualité. Simplement, on aménage l'examen. Alors, ce que je vous propose, Marianne Monchamp a ouvert votre journée. Retrouvons-la immédiatement à notre micro. Madame la ministre, vous étiez ici sur les 10 cette journée. Il y a quand même quelque chose qui ressort, le droit au savoir. Il y a un gros problème dans l'éducation, on le sait, c'est difficile pour toutes les personnes en situation de handicap d'avoir un accompagnement suffisant. Qu'est-ce qui est prévu prochainement en tout cas ? Alors, nous sommes ici lors de la 5e journée des 10 sur un sujet qui est très particulier puisqu'il s'agit de travailler et de réunir les acteurs qui, autour des enfants dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, sont frappés de ce handicap d'accès au savoir. Leur empêchement à eux, c'est par les méthodes habituelles, par les chemins traditionnels d'apprendre. Et donc, naturellement, des choses se jouent à l'école de manière encore plus aiguë que ça n'est le cas avec les autres enfants handicapés. Mais leur force, c'est que naturellement, ils intéressent beaucoup les enseignants, ces enfants-là. Et ils intéressent beaucoup les autres élèves ordinaires. Parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un rencontre toujours une difficulté dans un apprentissage. Et tout ce que l'on fait pour accompagner les enfants 10, ça bénéficie potentiellement à la communauté éducative. Alors, l'accompagnement, bien sûr, avec des auxiliaires de vie scolaire, ces futurs assistants de scolarisation qui seront encore plus adaptés et appropriés à l'accompagnement des enfants 10, mais aussi, et alors là c'est fondamental, la formation des enseignants. Les associations des 10 déjà contribuent à diffuser en région une formation de 2 heures qui permet déjà de savoir ce que c'est qu'un trouble 10. Qu'est-ce que ça veut dire être dyslexique ? C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais les enseignants ne savent pas nécessairement quelle réalité cela revêt et cela recouvre. Et puis l'autre aspect, ce sont ces formations, le DCAS-H, qui est une formation longue de plusieurs semaines et qui permet à des enseignants d'acquérir véritablement la maîtrise de nouvelles stratégie de transmission des savoirs. Donc vous voyez, l'école, elle est interrogée non seulement à travers la politique du handicap, mais à travers sa propre politique de diffusion de la pédagogie et du transfert des apprentissages. Je l'entends, mais encore récemment, j'entendais un jeune qui est au collège, qui en fait se retrouvait chahuté par ses propres professeurs parce qu'il lui expliquait qu'il ne savait pas lire et écrire, alors qu'au final, c'est un des meilleurs élèves de sa classe. Il y a quand même quelque chose qui est en décalage entre aujourd'hui ce qui est dit d'un point de vue politique et ce qui est sur le terrain, parce que aussi ce sont les personnes, les enseignants sont avant tout des personnes. Mais parce que vous savez aussi, nous avançons progressivement. En 2005, on reconnaît le handicap cognitif dans la loi. Sauf que derrière ce terme, on met quoi ? On met l'autisme, on met les 10. Ce sont quand même des choses très différentes, et faire monter toute une société pour lui faire comprendre que derrière le mot handicap, on a tout dit et on n'a rien dit, et qu'il faut ensuite aller dans le fin, aller quasiment jusqu'à l'enfant, parce qu'entre 2 enfants dyslexiques, vous avez effectivement des situations qui sont éminemment différentes, jusqu'à faire bouger l'énorme institution éducation nationale qui accepte de se pencher sur le cas de cet enfant-là et de fabriquer rien que pour lui une stratégie d'apprentissage. C'est ça le défi. Alors vous dire qu'on y est arrivé, bien sûr que non, on n'y est pas arrivé, mais vous dire qu'on n'a jamais été aussi près du but, au sens où on a pris conscience, où l'éducation nationale se met en question et où autour de l'enfant on construit un réseau intelligent près de lui pour l'accompagner, ça je peux dire que c'est en marche. Je l'ai vu hier à Marseille, je me suis rendue au lycée Victor Hugo pour voir ces Ulysses, classe de seconde, où des enfants dyslexiques étaient mêlés à des enfants ordinaires, d'ailleurs au bénéfice de tout le monde, y compris des redoublants qui avaient un peu de mal à suivre et qui étaient bien contents de bénéficier de l'apport des 10 dans la classe. J'ai vu Réseau 10 et naturellement, qu'est-ce que le membre du gouvernement que je suis dit ? Eh bien, c'est qu'il faut diffuser ces pratiques-là. C'est pour ça que ça s'est passé, notre réunion de travail hier à l'Agence régionale de santé, parce que je suis en train de mettre en œuvre, si vous voulez, la diffusion de ce réseau. Mais ça n'est pas de l'industrialisation qu'il faut faire.
c'est du sur-mesure. Et il faut sans cesse travailler ce partenariat avec les associations. J'assume le fait qu'on ne soit pas à 100% de réussite, loin s'en faut. Mais j'assume aussi le fait que jamais, nous n'avons au gouvernement été si proches et si conscients avec nos partenaires associatifs de la nécessité d'avancer intelligemment et collectivement. Alors voilà, en tout cas, Marianne Monchon, on l'a un petit peu chahuté sur les questions justement de l'accès, comme on disait, au savoir. Jean-Louis Garcia, vous êtes président des fédérations des APAGE. L'APAGE traite toutes les formes de handicap, n'est pas du tout spécialisée dans les troubles de 10. Pourquoi l'APAGE s'est justement engagée aux côtés du président Vincent Lockman dans ces troubles du 10? Alors effectivement, l'APAGE est on nous qualifie de généralistes. Mais l'APAGE, sur le plan historique, bientôt 50 ans, nous sommes issus de l'école. Soit par des parents qui trouvaient insupportable que leurs enfants soient exclus de l'école, soit par des enseignants qui trouvaient inacceptable que l'on exclue les enfants de l'école ordinaire. Donc c'est à partir de cette histoire-là qu'on a bâti ce partenariat qui est sur le sens. On se bagarre en ce moment contre les directeurs généraux d'agences régionales de santé qui ne veulent voir qu'une tête. Il y a trop d'associations. Regroupez-vous, mariez-vous. C'est pas intelligent comme démarche. En revanche, travailler ensemble. Ils ont une compétence particulière sur les 10 que nous n'avons pas. Nous avons une préoccupation forte pour que l'école soit l'école de tous. Bien, travaillons ensemble et on avancera sur ces dossiers. Et on se rend compte, maintenant c'est la 5e opération que nous menons sur ce terrain, que ça avance, que ça permet de bouger les lignes. Et avoir un ministre qui vient nous dire que ça va dans le bon sens, qu'elle nous appuie, qu'elle porte ces idées-là, c'est aussi intéressant. Surtout que Marianne Monchon est une ministre engagée. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Elle vient pas que représenter un gouvernement et faire du blabla, j'ai envie de dire. Totalement. Bon, d'abord, c'est la ministre qui a porté la loi du 11 février 2005. Avec un titre qui gêne un peu aujourd'hui aux entournures. Quand le titre de la loi est aussi ambitieux sur le droit, l'égalité des chances, la citoyenneté, mais il faut le faire vivre dans la République, ce qui n'est pas le cas. Et donc avoir cette personnalité-là, qui est une femme engagée, qui connaît, qui comprend ce que nous défendons, c'est un appui pour nous. La différence entre les lois de 75 et la loi de 2005, c'est que les lois de 75, qui étaient une avancée, repéraient toutes les déficiences, repéraient toutes les difficultés, et l'enfant était jugé en fonction de tous ses manques. La loi de 2005, et ça c'est une avancée, juge les potentiels et essaie de faire vivre les potentiels. Or, l'opération sur le code de la route, moi je trouve ça très emblématique et très fort. C'est pas faire un sous-permis, c'est pas faire un sous-code de la route, mais c'est organiser les choses pour que cet enfant-là ait accès à ce code-là. Et lui, comme d'autres. Oui, parce que ça va plus loin. Enfin, Vincent en parle avec beaucoup de conviction, mais alors, pas forcément à Paris, mais en tout cas dans beaucoup de lieux géographiques en France, si vous n'avez pas la voiture, vous êtes quand même isolé et vous n'avez aucune chance de vous intégrer, quoi qu'il en soit. Enfin, faut être honnête. Bien sûr. Vincent, si on veut en savoir plus sur les 10, peut-être un site internet ou Fédération française des 10, ff10.com. C'est pas plus compliqué que ça. ffdys.com. Voilà. Et puis là, vous serez routé vers les associations. La fédération regroupe plein d'associations partout en France, associations de proximité. Il y a plein de bénévoles qui sont là pour aider les parents, aider à s'y retrouver. C'est ça. Il faut bien dire qu'ils sont pas isolés, qu'il y a un vrai réseau aussi en local. Enfin, il n'y a pas besoin d'être là aussi à Paris. Non, il y a plein de bénévoles partout. Alors, faut pas oublier qu'ils sont bénévoles, que ce sont des gens qui travaillent. Comme beaucoup d'associations. Voilà. Oui. Et donc, on n'a pas forcément une réponse tout de suite. C'est ça que je voulais dire. Parce que quelquefois, les parents, dans leur impatience, ils veulent une réponse très vite. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est le délai de réponse Ça dépend des endroits, ça dépend des jours, ça dépend. Ça, il n'y a pas de réponse là-dessus. Ouais. D'accord. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de sites partenaires. À bientôt, au revoir.